Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence sur l'IA au service du fonctionnement des entreprises. Vaste sujet. Je suis Olivier Catolino, je suis l'un des dirigeants de l'entreprise monlogement.ai et je suis ravi d'animer cette conférence donc, qui a, comme je viens de le dire, pour thématique l'IA au service du fonctionnement des entreprises, en compagnie, et je les remercie de leur temps, de leur présence, d'Aurore Ferré, qui est donc directrice de l'organisation et des transformations chez le bailleur social Séquence, ainsi que Jérôme Dacono, qui est architecte solution chez Microsoft. Alors peut-être que Aurore, vous pouvez nous donner quelques petits mots sur Séquence et sur votre poste. Oui, merci Olivier. Donc, Séquence, c'est un des bailleurs d'Île-de-France qui fait partie du groupe Action Logement. On a plus de 108 000 logements. On produit tous les ans 4 000 logements. On en réhabilite 4 000. On fait plus de 11 000 attributions. On est présent sur 6 directions départementales. Et on gère en termes de projets de transformation une cinquantaine de projets, dont 35 en cours, du coup, que ce soit des projets de transformation, on va dire, organisationnelle ou alors à dominante aussi digitale et numérique en collaboration avec les équipes de la DSI. Par rapport du coup à mon périmètre, donc moi je suis en charge de la partie études d'impact, conduite du changement, qualité et amélioration continue et gouvernance du coup de la feuille de route organisationnelle et des projets numériques. Merci. Jérôme. Bonjour, donc je suis Jérôme Dacono, je travaille chez Microsoft. Bon, je peux vous présenter Microsoft, ça serait peut-être un peu long. Je travaille depuis longtemps chez Microsoft, depuis plus de 26 ans. J'ai occupé divers profils techniques. Et en ce moment, je suis architecte dans la division consulting de Microsoft. Et je travaille autour de tous les sujets, autour de l'IoT en général. Donc dans l'IoT, on retrouve les usines connectées. Je suis là aujourd'hui voilà, pour vous parler. Merci bien. Alors le fonctionnement des entreprises, alors quand on m'a demandé d'animer cette conférence, on s'est dit que le sujet était plutôt large. On l'a resserré à un sujet d'actualité qui est celui de l'IA générative, bien sûr, puisque comme on l'a dit ce matin, ça pose quand même beaucoup d'enjeux. Ce qui a changé depuis peu de temps, c'est l'arrivée de l'IA générative auprès du grand public. Et donc le fonctionnement des entreprises, qu'est-ce qu'on entend par là ? On va d'abord aborder le sujet du fonctionnement des entreprises d'un point de vue, on va dire bureautique, hein, avec Bing, le moteur de recherche, donc la suite Office, avec l'outil Copilot, mais pas que. L'idée aussi, c'est d'aller sur le fonctionnement des entreprises au-delà de l'aspect simplement bureautique, et qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'efficacité. Alors pour commencer sur l'aspect Office, Teams, recherche web, etc., question introductive pour Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont intégrés les LLM, hein, puisque les ChatGPT et autres font partie de la famille des LLM, les Large Language Models, donc tels que ChatGPT, dans Bing ou dans Copilot, au niveau d'une entreprise? Dans une entreprise, on va les retrouver au niveau de ce qu'on appelle les copilotes. Alors Copilot, ça peut être les produits qu'on intègre, mais ça peut être aussi toute application qui va aider l'utilisateur en utilisant des LLM pour certaines applications. La notion, là, c'est qu'on va dialoguer avec le Copilot dans un langage naturel, alors, soit en tapant, soit en parlant. Donc Microsoft, on a un partenariat très fort avec OpenAI, et donc on distribue la solution de ChatGPT dans nos data centers Azure pour les entreprises, et on intègre aussi des copilotes dans la suite Office. Je pense que certains d'entre vous utilisent ces produits. Donc on la met, elle est dans Office, elle est dans PowerPoint, dans Word, dans Outlook. On la retrouve dans Teams aussi. Vous pouvez, si vous avez l'option copilote dans Teams, vous pouvez résumer, par exemple, la dernière heure de téléconférence que vous avez eue. Avec PowerPoint, vous pouvez demander à PowerPoint de générer une présentation en 5 slides sur les étapes du projet que vous menez depuis 6 mois. Et automatiquement, le système va aller chercher, faire du RAG, ça s'appelle du RAG, dans vos données Office, les données auxquelles vous avez accès. Par exemple, dans vos mails, il va vous créer le résumé dans PowerPoint du projet, sans avoir à lui donner plus d'indications que cela.
On l'intègre aussi dans Excel pour aider à créer des feuilles de calcul, des calculs Excel. On l'intègre dans Power BI, un outil de BI que vous devez utiliser, je pense, aussi. Et on l'intègre dans Azure. Alors, dans Azure, c'est la partie cloud, pour aider les ingénieurs système à organiser la sécurité, par exemple, d'Azure. Et puis aussi, on fournit tout ce qu'il faut pour que les entreprises puissent développer leur propre copilote adapté à des besoins spécifiques qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. Un dernier aspect sur ces notions de copilote et de langage génératif. Une IA générative, elle est très forte pour résumer du texte, produire du texte, traduire. Quoi d'autre? Faire des dessins. Bon, les dessins, c'est une autre option. Donc, elle ne va pas tout vous résoudre. Par contre, elle va vous permettre d'avoir accès à certaines données en langage naturel. C'est ça la force de l'intégration des copilotes en règle générale. Voilà. Merci. Donc, si j'ai bien compris, on utilise finalement les LLM tels que le ChatGPT, non pas par les connaissances intrinsèques qu'ils vont obtenir, mais pour les faire travailler sur leur puissance en termes de modèle de langage, pour venir utiliser les données d'entreprise. Donc là, on est dans le cadre d'une entreprise, et pour pouvoir tirer parti de leur puissance. Oui, c'est ça. Je pourrais donner un dernier exemple. On parlait tout à l'heure de signer des contrats de bailleurs. Vous pouvez demander si vous avez un copilote qui va bien, vous pouvez demander de créer un contrat de bail. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne connais pas le vocabulaire. Contrat particulier que vous avez avec vos clients. Par défaut, lui va aller chercher ce qu'il y a sur Internet de dispo. Par contre, si vous lui donnez un modèle que vous avez chez vous, un modèle de contrat qui vous concerne, il va s'inspirer du modèle pour créer le nouveau contrat. Voilà. Donc, il faut surtout bien relier la notion d'accès à vos datas pour pouvoir générer le bon service pour vous qui va exactement fonctionner pour ce que vous voulez faire. Voilà. Merci pour cet éclairage technique qui nous permet d'introduire tout cela. Côté séquence, comment une entreprise comme Séquence appréhende-t-elle et a-t-elle un intérêt en fait, à déployer ce type d'outils bureautiques? Alors, chez Séquence, comme la plupart des bailleurs, on est centré sur les préoccupations de nos clients, sur l'accélération et en tout cas aider nos collaborateurs à se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, à essayer, on a dans nos rythmes d'activité une notion de la vitesse qui est de plus en plus prégnante et qui nous oblige à pouvoir trouver des solutions pour répondre facilement et surtout industrialiser un maximum de services. On se rend compte qu'on crée de plus en plus d'outils à disposition, mais derrière, il faut aller capitaliser sur cette information pour qu'elle se parle intersystème. Et il y a une notion aussi de partager la connaissance, la collaboration, puisque plus les groupes s'étendent, plus c'est un petit peu un des sujets qui n'est pas évident, c'est de maintenir le niveau, l'information, le partage. Et donc ces outils-là peuvent permettre de simplifier des usages et d'industrialiser un certain nombre de choses, notamment pour nos locataires. Donc c'est des choses sur lesquelles nous, on va regarder pour faire des liens, par exemple avec un chatbot, pour faire des liens. On avait des RPA, des services qui étaient un peu robotisés, industrialisés. Là, on sait qu'on peut capitaliser. Notamment, moi, dans le cadre de mon activité, je passe énormément de temps en réunion. Les réunions, derrière, il y a des plans d'action, il y a des résumés, il y a des acteurs qui vont devoir interagir. Quand on est capable de faire en 10 secondes la synthèse de qu'est-ce que Pierre doit faire pour sa semaine par rapport à tous les projets auxquels il intervient, notamment chez les référents métiers qui, en plus de leur travail, ne font pas que du projet, c'est intéressant d'avoir ces éléments-là qui sortent tout seuls, sans qu'il y ait des heures et des heures de travail à faire des rétro-plannings, du Gantt, etc., pour qu'au finalement on ait une synthèse très facile grâce aux outils qui sont interconnectés et au contenu et aux réunions. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment des usages, on va dire, en gain de temps, puisque du coup, ça permet tout de suite d'aller à l'essentiel et surtout de voir aussi les risques interprojets. Quand tout le monde a une date de MEP, de mise en prod ou un chantier qui va se livrer au mois de mars, on sait qu'à un moment, il y a un problème de capacité à faire et de plan de charge. Et ces notions-là, ils sont valables sur les projets, les opérations de construction, mais de réhabilitation. Ça peut être aussi sur plusieurs communications locataires qu'on voudrait lancer entre la campagne SLS et en même temps, on a des nouveaux services qui sortent, etc. Donc, ça équipe l'entreprise pour, du coup, aider à cette prévision, à ces planifications, aussi à l'anticipation du risque. Donc c'est des outils en tout cas qui sont intéressants à regarder et qui peuvent venir compléter en fait la palette qu'on peut déjà disposer, en tout cas quand on est dans un environnement Microsoft. Ça aide aussi d'avoir ce genre d'outils. Merci.
Mais alors la question qu'on se pose vis-à-vis de ça, c'est qu'à partir du moment où des collaborateurs vont utiliser ces outils, aussi à titre personnel, hein, du type, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont installé ChatGPT, comment est-ce qu'on doit interdire, est-ce qu'on doit encadrer les choses, comment est-ce qu'on régule tout ça? Est-ce que vous avez déjà une politique qui est mise en place par rapport à ces usages-là? Alors, il faut savoir que tous les collaborateurs ont tous un téléphone portable. Donc, l'acquisition d'un chat GPT personnel ou d'un autre moteur d'intelligence artificielle, elle est facile. Certains sont des versions gratuites, des fois des versions payantes. Donc, l'important, il est déjà de sensibiliser les collaborateurs. C'est-à-dire, c'est dans le même cadre des sensibilisations qu'on peut faire sur la partie aussi conformité RGPD. Donc là, on a une directrice chez nous qui pilote aussi ces activités, mais c'est des choses auxquelles il faut sensibiliser. On peut très bien poser des questions sur cet outil qui n'est pas forcément relié à l'écosystème de l'entreprise et obtenir des réponses qui peuvent être intéressantes de gain de temps. Par contre, quand on commence à extraire de la data de l'entreprise pour la mettre sur ces outils, quand ils ne sont pas structurés dans le cadre de l'entreprise, on commence à faire une action qui peut mettre l'entreprise en risque et le collaborateur aussi. Donc c'est important de pouvoir communiquer, vulgariser, expliquer les bonnes pratiques. Et là, on est dans la convergence de la sécurité. C'est déjà des choses qu'on explique aux collaborateurs. Le risque, il est partout, mais c'est vrai que ces outils-là, quand ils ne sont pas mis dans le cadre de l'entreprise, et du coup, forcément, on génère aussi du risque puisqu'on n'a pas pu sécuriser l'architecture et aussi les informations, à savoir où est-ce qu'elles vont être stockées, qui va s'en servir, etc. Donc après, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies. On évolue tous avec la technologie, on s'en sert, elle apporte beaucoup de gains. Par contre, il faut la sécuriser. Donc c'est pour ça que nous, chez Séquence, on est au tout début, en tout cas des réflexions, c'est-à-dire qu'on commence à se dire comment on va cadrer les initiatives. Et il faut aussi se dire que toutes les générations ne sont pas forcément, on va dire, à l'aise avec toutes ces nouvelles technologies. Mais ce qu'on en comprend assez vite, c'est que dès qu'on les met à tester sur des cas d'usage simples de leur quotidien, par exemple, moi je vais vous raconter une histoire personnelle où avec mon mari on s'est dit on va organiser l'anniversaire de notre fils qui a 5 ans. Si on générait une image avec ChatGPT, il veut faire le monde du Jurassique, ok, on veut un dinosaure, on veut un T-Rex, on veut que ça soit des couleurs sympas, on veut machin, donc on met nos différents critères et en 4 secondes on avait une super image avec bienvenue, vous êtes invité à l'anniversaire de Charles, et derrière on avait le petit texte sympa d'invitation, on lui a dit c'est un peu trop familier, est-ce que tu peux nous raccourcir le texte, qu'est-ce que tu peux nous dire, donner notre adresse et les codes, et hop, en 2 secondes, on avait fait notre carte d'invitation recto verso avec l'image, avec les éléments. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, c'est des petits jeux que entre guillemets, que les collaborateurs peuvent assez vite se prendre au jeu pour expérimenter ce que ça veut dire un peu ces moteurs un petit peu qui aident à générer des contenus, des images, etc. Quand on en parle aussi de leur mission, puisqu'un collaborateur, en tout cas dans nos métiers, il est très investi sur la relation pour le locataire, donner du sens, accompagner les publics en difficulté, etc. On se rend bien compte que nous, dans notre cadre de bailleurs, on a différentes familles à loger, on a parfois des personnes qui ne parlent pas bien français. Tous ces outils-là peuvent aider aussi à modifier en temps réel tous les contenus et les adapter au langage des personnes qu'on va avoir à loger. Donc c'est des choses sur lesquelles très vite, nos collaborateurs ils se sentent proches de ces thématiques parce que ça fait partie de leur mission, ça a du sens de pouvoir aider chacun à partir de son histoire aussi à rentrer dans le logement, acquérir un certain nombre d'informations et de connaissances, etc. Donc je pense que l'expérimentation a son sens. La protection aussi, ça veut dire qu'il faut vraiment dans le cœur de l'entreprise sécuriser les choses et définir un peu une gouvernance de l'accompagnement, de la mise en œuvre de ces solutions. Et donc ça passe avec bien sûr les équipes de la DSI, les directeurs de la conformité des risques, la partie aussi processus sur qu'est-ce qu'on met à disposition comme outil, dans quel cadre, pour quel usage, et surtout essayer de collecter les bonnes idées, parce que les collaborateurs ils vont en avoir plein. Mais si on faisait ça comme ça, en lien avec tel outil et ça, et qu'on générait tout de suite tel service. Si pour la promotion immobilière, on était capable d'avoir des études d'impact qui sortaient sur telle et telle variable pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Et voilà, c'est des choses comme ça qu'on va récupérer en animant aussi des ateliers. Donc nous, on est sur la phase, on va déjà construire le socle, préparer les outils, définir la gouvernance, la faire valider à notre COMEX, et ensuite on passera à l'étape expérimentation si ça a été validé, mais on est plutôt
positif sur l'utilisation de cette technologie à partir du moment où on a cadré, entre guillemets, et essayé de sécuriser et d'accompagner nos collaborateurs dans cette démarche. Merci. Donc, au-delà de la partie technologique, il y a un support organisationnel qu'il faut mettre en place de ce point de vue-là. Aussi pour faire émerger des idées, mais dans l'idée de protéger les données personnelles des collaborateurs, mais aussi les données d'entreprise en tant que telles. Et à ce sujet, Jérôme, dans l'environnement Microsoft, comment est-ce qu'on assure en fait à un client bailleur social la sécurité de ces données d'entreprise? On peut résumer ça, si vous utilisez Office, Microsoft 365 par exemple, ou vous utilisez Teams, Office. J'ai entendu une sonnerie Teams tout à l'heure. J'avais pas sermonné un client, mais bon. Faut savoir que pour chaque entreprise, ces environnements sont dans le cloud Azure et sont complètement isolés des instances des autres clients. Donc si vous utilisez ChatGPT à travers les copilotes de Teams ou d'Office, vous fonctionnez dans un environnement de votre propre entreprise. Après, il y a une deuxième chose, on a parlé si on veut utiliser ce qu'on appelle ChatGPT, c'est-à-dire le prompt, et puis on rentre l'émission. Il y a une possibilité aussi dans Azure, c'est d'instancier sa propre instance de ChatGPT. Donc vous aurez un modèle ChatGPT qui va tourner et que vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs. Et là, on sera dans un environnement aussi fermé et complètement isolé, dans lesquels vous pourrez venir soumettre vos documents qui, par exemple, peuvent servir de modèle pour créer des contrats, mon exemple de tout à l'heure. Voilà. C'est comme dans tout ce qui est le cloud public, les fournisseurs de cloud comme Microsoft fournissent des environnements fermés et étanches entre les clients. Alors, dernier point aussi, un truc qu'on entend souvent, les instances ChatGPT que vous utilisez avec Microsoft ou dans Azure ou à travers Teams, on n'utilise pas, déjà on n'a pas accès aux données des clients et on n'utilise pas les données des clients pour réentraîner les modèles. Voilà. C'est écrit dans les spécifications et dans l'ISO, dans toutes ces spécifications-là. Donc voilà, un point important. Donc avec ça, j'ai la garantie en tant que client d'être dans un espace qui est sécurisé, que les données d'entreprise et personnelles d'ailleurs vont rester dans mon environnement interne. Étanche. Voilà. Ça veut dire aussi qu'il faut faire, j'imagine, une étude financière de tout ça, puisque tout ça, qui dit instance dédiée, dit aussi impact financier important. Donc la notion de retour sur investissement par rapport à l'investissement sur une technologie compte. Oui, c'est des services que vous pouvez acheter au mois, donc vous pouvez faire des tests et puis voir si... Une instance aussi dédiée de ChatGPT, par exemple, va vous permettre aussi de créer des applications bâties au-dessus de ChatGPT. Alors on parlait tout à l'heure d'une interface d'un chatbot capable de parler dans plusieurs langues pour interroger les données de vos clients ou pour dialoguer avec vos clients, même en parlant. Si vous devez créer ce type d'application, il vous faudra une instance de l'LM derrière pour répondre et pour assembler les bons documents à envoyer aux clients. Voilà. Très bien. Sur ce sujet, Aurore, quelque chose à rajouter sur les données personnelles, les données des collaborateurs en tant que telles, au-delà de la sensibilisation? Bien sûr dans le cadre des données aussi à caractère personnel, donc tout ce qui est en lien avec la RGPD, ça fait partie de ce qu'on doit gouverner, c'est-à-dire qu'on est déjà sensibilisé globalement à cette notion-là. Il y a des données sensibles, donc c'est pareil dans l'entraînement entre guillemets des robots ou des interactions, il faudra mettre aussi certaines limites en fait. Il faudra dire, même si un collaborateur demande, je veux accéder à tous les salariés, au salaire des collaborateurs de l'entreprise, peut-être j'ai une très bonne idée, mais non, ça va pas être possible parce que voilà, il y a des règles. Et c'est pareil dans les données à caractère personnel de nos clients, tout le monde va pas pouvoir accéder au numéro de compte bancaire, etc. Donc ça fait partie le fait d'expérimenter ne veut pas dire sans limite. Et donc on va rester quand même dans un cadre par rapport au poste qu'occupe la personne. Est-ce que les données qu'il peut avoir en consultation, en tout cas les restitutions d'informations qui vont lui être faites, peuvent être menées?
Donc c'est pour ça que cette gouvernance, elle est importante. Si vous commencez, vous connectez toutes vos applications et que vous vous dites, bon, bah, chacun peut y piocher ce qu'il a envie, bah, là, on a déjà un problème majeur parce qu'on ne va pas respecter notre cadre réglementaire. Donc ça, c'est important de bien faire ce lien. Il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que même quand on a ces moteurs-là, ils peuvent nous aider à mettre en qualité la donnée, mais ils vont quand même s'appuyer sur la donnée. Donc si notre donnée est fausse ou il y a des biais, ce qu'on constate, c'est que les biais vont perdurer ou vont être accélérés, etc. Ils vont prendre des orientations là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail aussi, nous, de fond, sur la qualité de la data, parce que quand on dit sors-moi en 2 secondes l'indicateur moyen de la vacance de ceci, cela, bah oui, mais s'il manque une partie de l'historique, si il a été chercher la donnée sur le mauvais entrepôt de données ou sur la mauvaise zone, on va sortir des indicateurs qui vont plus être cohérents avec la vision de l'entreprise. Donc ça aussi, il y a des règles, il y a des choses sur lesquelles, donc, de cohérence des informations, d'architecture de la manière dont on va donner accès aux informations, parce que toutes les informations ne sont pas pertinentes. On peut avoir des centaines de comptes rendus avec des informations qui sont fausses dans certains comptes rendus, mais c'est normal, on a évolué, on a changé, et il faut arriver à faire le tri et le lien dans ces informations-là. Merci. Conclusion, mise en place d'un projet de l'IA générative, égale mise en place d'une gouvernance d'entreprise, gouvernance de la data. Voilà. Et vous, dans vos entreprises, on a lancé un petit slido donc, pour vous interroger sur une question, à savoir, votre entreprise a-t-elle déjà encadré l'utilisation de ChatGPT par ses collaborateurs? Avec 4 réponses possibles. La première, non, pas du tout. La première, oui, on a encadré, mais on a interdit. La troisième, oui, en diffusant des bonnes pratiques d'utilisation du service. Et puis, quatrième et dernière réponse, oui, en mettant en place une instance d'entreprise dédiée et en diffusant, bien sûr, aussi des bonnes pratiques d'utilisation. On parlera des résultats tout à l'heure. Pour avancer un petit peu au-delà des aspects purement bureautiques, les cas d'usage hors bureautique sur les métiers, hein, sur le fonctionnement des entreprises. Jérôme, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez un background sur l'IoT, les objets connectés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour savoir comment est-ce qu'on combine les technos d'IoT avec l'intelligence artificielle pour le fonctionnement des entreprises? Ok. Aujourd'hui, il faut savoir que quand il y a des IoT des capteurs ou des actionneurs dans un bâtiment intelligent ou même autour d'un système de climatisation ou de chauffage d'un bâtiment, ces données remontent quelque part auprès de celui qui va les exploiter. Très souvent, par exemple, on a des outils d'intelligence artificielle qui vont aider à optimiser l'utilisation du chauffage ou la consommation d'énergie ou les émissions de CO2 qui vont permettre de faire ça, qui vont permettre de voir si le bâtiment, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas bien, des consommations. Alors, on peut faire ça avec des IoT, bien sûr, on peut faire ça aussi avec des factures. Hein. Si vous avez des factures d'eau d'un grand patrimoine immobilier, vous pouvez voir, en comparant des bâtiments équivalents, si on a un qui a une fuite d'eau ou pas, parce que vous regardez les consommations d'eau. J'avais vu cet exemple sur la SNCF, je crois, avec des gares il y a assez longtemps, avec une gare qui consommait beaucoup plus d'eau, et pourtant la gare était dans la même région et était à peu près de la même taille. Et en fait, il y avait une fuite d'eau, on a trouvé une fuite d'eau en regardant les factures. Donc, l'IA générative, qu'est-ce qu'elle va permettre derrière? C'est d'accéder à ces données en langage naturel. Alors, dans les exemples autour des bâtiments, on pourrait un facility manager, je parle en anglais, mais je ne connais plus le terme en français par exemple, il pourrait aider à programmer, on pourrait l'aider à programmer avec un copilote la façon de gérer sa BMS ou sa GTB pour optimiser les consommations d'énergie. On peut aussi penser, si on va un peu plus loin, et c'est ce que Microsoft commence à faire, c'est d'interfacer Teams avec des données de la BMS ou des actions sur la BMS. Par exemple, si vous enregistrez une conférence, vous avez plusieurs dans une salle, détecter les intentions, c'est quelque chose que sait faire aussi les IA génératives. Détecter une intention, dire peut-être que, vu la phrase que j'ai entendue, peut-être qu'ils veulent baisser la lumière ou fermer les volets ou monter le chauffage. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui vous disent monte la température à 4 degrés, qui fonctionnent. Mais si par exemple vous dites j'ai froid,
il ne va peut-être pas détecter qu'on pourrait monter la température. C'est la détection d'intention, par exemple, un exemple simple. Voilà. Donc peut-être il y a ces choses-là qui vont arriver assez rapidement, qui vont arriver, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'IA générative? Oui, tout à l'heure on parlait de données qui étaient dans Excel et puis après on les avait extraites. Pour le bailleur immobilier qui va vouloir voir... Je reprends l'exemple de l'accidentologie là, sur l'histoire d'autoroute. Bon, derrière, c'est des data scientists qui vont aller voir, trouver quels sont les points qui favorisent les accidents. Alors, vous pouvez imaginer ce même genre de choses, mais avec une IA générative où on va les demander carrément c'est quoi les facteurs de risque, les facteurs qui amènent le plus d'accidents. Parler en langage naturel, et lui, il va aller faire la bonne requête sur la base de données qui a les résultats des calculs et vouloir monter. Donc c'est ce qu'on va voir un peu dans l'immobilier, ce genre de choses-là. Voilà. Utiliser l'IA générative pour aller accéder à des données que moi, en tant qu'utilisateur, je ne suis pas data scientist, je ne sais pas aller les chercher, même si elles sont dans les tableaux Excel à 20 colonnes, j'y arrive pas. L'IA générative va pouvoir aller vous remonter les données à partir de requêtes en langage naturel. Oui, il y a une chose que sait faire l'IA générative, on n'a pas parlé, c'est générer du code informatique assez facilement, et donc générer des requêtes sur des bases de données, de l'Excel, du Power BI, etc. J'ai juste entendu dans le public que BMS, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors une BMS, c'est une GTB en français. Ça vous parle toujours pas? GTB, c'est la gestion technique des bâtiments. C'est le PC qui coûte assez cher, qui est à la cave et qu'on a oublié depuis longtemps, mais qui gère tous les bâtiments. Tout le bâtiment, le chauffage, la lumière, tout ça. Voilà. Donc si on l'a oublié, c'est la cible privilégiée des hackers, en fait, c'est ça? Tout à fait, parce qu'on peut avoir des BMS, des GTB qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui n'étaient pas connectés à Internet à l'origine, ça tournait sur un PC. Les réseaux, il y a 20 ans, de capteurs n'étaient pas forcément hyper sécurisés, mais le jour où vous connectez le PC à Internet, voilà. On peut regarder aussi la version de Windows qui tourne sur le PC, ça peut être étonnant aussi. Si on est dessus. On comprend bien. Côté métier séquence, vous avez déjà des cas d'usage que vous avez identifiés? Alors, il y a beaucoup de choses tournées vers la collaboration dans l'entreprise. Donc, on a déjà donné des exemples, tout ce qui est accélérer des synthèses de réunions, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses tournées vers nos locataires. Nos locataires, quand ils arrivent sur leur espace client, ils veulent de l'interactivité. Ils veulent, si on a besoin d'un relevé de compte en temps réel, il faut pouvoir leur donner. Et cette notion de temps, elle a un poids important dans leur niveau de satisfaction aussi du service. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on ne savait pas forcément faire instantanément. Par exemple, j'ai une complexité familiale, j'aimerais avoir un rendez-vous avec une conseillère sociale, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Quelle est la prochaine date dans l'agenda de tel collaborateur qui suit le service? Aujourd'hui, vous avez par exemple des outils de prise de rendez-vous où il faut caler dans les agendas les disponibilités des acteurs, mais avec ce genre d'outils, vous n'avez plus besoin de ça, il sait lire ce qu'il y a dans les différents agendas et vous proposer un créneau qui est disponible à la date la plus proche ou même capable d'arbitrer par rapport à des règles. Peut-être qu'elle a 3-4 réunions, mais celle-ci, c'est des fausses parce qu'elle s'est mise en seul destinataire, donc peut-être que potentiellement, on peut lui mettre un rendez-vous plus tôt. Et ce genre de choses, ça peut accélérer de nouveaux usages, de nouveaux services. Vous pouvez faire le lien avec du coup des chatbots pour aider. Par exemple, vous avez aussi beaucoup de demandeurs qui ne comprennent pas forcément comment fonctionne le logement social. Et rien qu'en dit ça, pouvez-vous m'expliquer comment ça marche? Avec ces outils-là, au lieu d'avoir 400 pages qui nous envoient sur le site de l'État pour expliquer une démarche où c'est pas toujours simple ni clair, là on peut dire par rapport à votre situation, vous gagnez combien? Est-ce que vous êtes marié, pas marié? Voilà, votre parcours dans le logement social, il peut ressembler à ça. Vous pouvez prétendre, vous avez des réservataires, etc. Et donc l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'on n'a pas besoin on peut lui parler, on peut dire des phrases simples, on peut dire réexplique-moi, en plus simple, j'ai pas compris, etc. Et ça va régénérer en fait une forme d'accompagnement. Donc il y a un vrai lien aussi dans ce qu'on appelle la formation, l'accompagnement et la restitution pour chaque préoccupation de public, ce qu'on ne sait pas faire quand on sort entre guillemets, une communication. La communication, on la prévoit entre guillemets pour une cible de masse, mais elle n'est pas individualisée.
ce genre d'outil peut permettre d'adapter les communications à nos publics en fonction de leur sensibilité, de leurs besoins, et aussi de caler leurs usages en se disant tiens, ça a été demandé 4 fois, cette notion, peut-être qu'on va rajouter ça dans leur service. Ils nous ont demandé telle information, le robot a peut-être pas su le faire tout de suite, mais maintenant on sait qu'on va y travailler pour améliorer. Et je pense qu'on a beaucoup à faire sur la relation, notamment client, sur tous ces usages qu'on peut mettre à disposition de nos locataires en ce qu'on appelle en libre service. Et on peut aussi beaucoup travailler sur les publics en difficulté, notamment les gens qui peuvent, par exemple, qui sont aveugles, des choses comme ça. On a ces outils-là peuvent aider l'insertion et la compréhension, en tout cas dans nos parcours. Très intéressant. Néanmoins, je me pose quand même une question. Est-ce qu'on en fait peut-être pas un petit peu trop avec l'IA dont on parle partout tout le temps? Est-ce qu'il y a finalement autant de cas d'usage que ça, et notamment au regard d'un aspect simplement aussi financier, d'une opportunité à faire ou pas? Mais c'est d'où l'aspect du cadrage. C'est comme tous les projets, c'est-à-dire que tous les métiers ont en permanence plein d'idées. La question, ça va être de faire des matrices en disant qu'est-ce qui rapporte le plus, qui est très sécurisé, sur lequel on sait qu'on peut y aller. Et donc l'entreprise, elle va fixer des priorités sur des cas d'usage qu'elle va sembler pertinents, que ce soit pour les préoccupations de nos locataires, de nos parties prenantes, et en interne aussi, puisque les collaborateurs, ils ont beaucoup de besoins, beaucoup d'attentes. On est dans un monde aussi où le recrutement, c'est pas simple, où les nouvelles générations, elles attendent des outils aussi technologiques, simples, un peu à la hauteur de ce qu'ils peuvent avoir sur leur téléphone mobile. Et du coup, ça aussi, c'est des challenges que l'entreprise doit relever et doit inclure dans sa stratégie, puisqu'on est en permanence, en tout cas nous chez Séquence, on est dans le cadre d'une entreprise à mission, où on essaye du coup d'avoir des préoccupations pour toutes nos parties prenantes et essayer d'apporter le maximum de services sur tous nos axes, et voilà, de contribuer à l'amélioration continue via cet axe stratégique. Merci. Je rebondis un petit peu sur l'aspect comment est-ce qu'on embarque les collaborateurs. Alors, comme vous le dites, qui ont envie. Il se peut aussi qu'il y ait des collaborateurs qui soient plutôt craintifs de ce genre de nouvelles technologies qui arrivent. Comment est-ce qu'on s'y prend dans une entreprise comme la vôtre pour imaginer le plan? C'est justement en incluant ceux qui ont peur. Quand on fait un projet, il ne faut pas avoir que entre guillemets, ceux qui sont très en avant, il faut avoir de tout. Il faut avoir des gens qui sont en difficulté, qui ont peut-être envie de changer de poste, qui ne s'y retrouvent pas forcément. Il faut avoir des gens qui ont très envie de participer au projet, mais qui se sentent peut-être un peu dépassés par les futurs objectifs, les besoins, et puis des gens qui vont aussi pousser. Et en fait, je pense que c'est très important d'avoir des représentations un peu de tous ces points de vue, peu importe le projet qu'on mène, parce qu'en fait, au final, quand on a réussi à convaincre quelqu'un qui était réfractaire, on a gagné, parce que lui, il va faire 3 fois plus de pubs, des fois 10 fois plus de pubs que quelqu'un qui était motivé sur le projet, parce qu'il a compris, ça l'a intéressé, il va justement pouvoir aussi échanger en disant mais moi j'avais très peur de ci, ça. Et quand on résout aussi les peurs des personnes, on gagne en maturité sur les projets. Parce que les personnes qui ont des craintes, c'est des craintes qu'il faut traiter. C'est pas des craintes qu'il faut se dire oh, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. La conduite du changement, c'est d'embarquer tout le monde en permanence. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, travailler, on en parle beaucoup de la méthode agile, mais c'est important de travailler comme ça, je pense, en termes d'appropriation du changement. C'est-à-dire de commencer des petites expérimentations avec un groupe et puis d'élargir au fur et à mesure la palette des personnes qui vont commencer à rentrer dans la communauté. Et je pense que ça se fait un peu comme ça dans un cercle qui s'étend de plus en plus, où on inclut de plus en plus de parties prenantes, mais c'est très important de pouvoir, entre guillemets, mixer et les profils et aussi les envies, parce que du coup, on y gagne beaucoup, je pense, en se confrontant dès le départ à un peu l'adversité. Donc encore une fois, plus que jamais, il va falloir qu'on confronte la techno avec l'organisation, comment est-ce que les gens travaillent au quotidien, etc. Merci. Merci pour ces cas d'usage hors bureautique, encore une fois. Je vous propose d'ouvrir un petit peu le sujet avec en fait, on parle des LLM, on parle de ChatGPT, tout le monde parle de ChatGPT. Néanmoins, dans la famille des grands langages de modèles, il y en a d'autres. Il y a une start-up française qui s'appelle Mistral AI, qui a fait parler d'elle puisque Microsoft a signé un partenariat, ça s'est tombé fin février, je crois le 29 février me semble-t-il, sur laquelle, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie?
Est-ce que je peux, moi, en tant qu'entreprise, dire non, moi, je n'ai pas envie de travailler avec ChatGPT, j'ai envie de travailler avec Mistral AI ou un autre, parce qu'il y en a plein d'autres encore. Est-ce que j'ai cette faculté-là ou est-ce que je suis coincé avec ChatGPT aujourd'hui? J'aime pas le mot coincé. Je fais exprès. Oui, donc notre stratégie, c'est dans Azure, donc notre système cloud, c'est de mettre à disposition de la puissance de calcul. Par exemple, Azure, c'est des data centers, et de proposer un catalogue de modèles de données, de langage. Donc, dans cette stratégie qu'on a intégré Mistral AI. Donc, c'était le mois dernier. Donc, les données, on va pouvoir créer des instances LLM, enfin large language model de Mistral AI, et les utiliser. Le tout à travers le même studio pour faire le développement. On pense que Mistral va intéresser pas mal les organisations gouvernementales en France. Voilà. Là, pour l'instant, il est démarré sur 2 data centers, un en France et un aux États-Unis, mais ça va s'élargir. Voilà. Donc, c'est la stratégie de Microsoft de mettre à disposition un catalogue de différents modèles, parce qu'on va avoir des spécialisations entre OpenAI, Mistral et les suivants, plutôt des spécialisations qui vont arriver probablement entre les systèmes. En tout cas, ce qui est intégré aujourd'hui dans Teams, dans la suite Teams, c'est de l'OpenAI, donc c'est des technologies autour de ChatGPT. Voilà. Ça vous intéresse, ça, vous, chez Séquence, de pouvoir opter pour tel ou tel modèle? Ça peut être intéressant, surtout si les modèles accélèrent certaines recherches clés. Notamment quand on veut faire de la prospection ou se greffer à des bases de données externes, hein, que ce soit l'INSEE, les notaires, ça peut être la base des géomètres, ça peut être plein de sources extérieures. Si on a entre guillemets, des produits qui sont spécialisés sur l'agrégation de data et qui ont des modèles de recherche avec des calculs standardisés, il y aura un intérêt à aller plutôt vers l'un ou vers l'autre selon le cas d'usage, plutôt que de travailler à faire progresser un modèle qui n'était pas fait par là. On gagne du temps à expérimenter quelque chose qui est déjà mis en place. Donc ça peut être intéressant et je pense on peut pas une seule solution ne peut pas tout bien faire et ne peut pas adresser tous les cas. Donc c'est intéressant qu'il y ait des produits qui se développent sur le marché en proposant différentes alternatives. Et puis ça permet aussi de ne pas être dépendant totalement d'une seule technologie et de pouvoir croiser aussi les résultats, puisque peut-être qu'entre deux produits, on aura des écarts, on aura des performances qui vont être différentes, des propositions différentes, et ça peut être intéressant de croiser les vues pour prendre les décisions. Puisque l'intelligence artificielle ne va pas dire, c'est pas l'idée que entre guillemets, les produits proposent à notre place, c'est que derrière, on ait un panel entre guillemets, de possibilités qui permettent ensuite aux directeurs et aux directions de prendre des décisions. Et c'est ça l'intérêt en fait de ces outils, c'est d'accélérer, de pouvoir faire des études d'impact, de pouvoir rapatrier de manière très simple la connaissance et d'en capitaliser et puis de créer de la synergie. En tout cas, je pense que c'est intéressant. Merci. Écoutez, on est un petit peu au bout de nos questions. Il nous reste 5 minutes. On a reçu par SMS des questions qui étaient posées. On a reçu aussi les résultats du sondage Slido. Pour vous dire que sur ce sondage, on a quand même 42 participants, 42 personnes qui ont répondu. Donc on a les 2 tiers qui sont dans une entreprise qui n'a pas du tout parlé du sujet. 14%, on a parlé du sujet, mais on a interdit d'utiliser ChatGPT. 12%, on en a parlé, on a le droit de l'utiliser, mais sous condition de bonnes pratiques. Et puis, on a quand même 7% des entreprises qui sont déjà parties sur une instance dédiée ChatGPT, accompagnée également de bonnes pratiques. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Parmi les questions, donc il nous reste 3 minutes. Jérôme, si rapidement vous aviez la possibilité de nous dire, est-ce que ChatGPT peut-il synthétiser une réunion manuellement et que ça permet... Pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans la lecture de la question. Est-ce que synthétiser une réunion manuellement ne permet-il pas de favoriser la mémorisation d'infos et d'inclure le non-dit? C'est d'ailleurs pas une question que pour Jérôme, ça peut être aussi une question pour Aurore. Qu'est-ce qu'on fait du off, quoi?
Oui, 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 sur le non-dit avec ce qu'on voit à l'image. Je trouve ça bien pratique, moi, là. Je pense que testez-le. L'outil est très puissant. Si vous arrivez en retard à une réunion, vous le lancez, vous avez ce qui s'est dit avant. Vous pouvez le voir. Après, pour interpréter le non-dit, oui, alors là, on rentre dans le philosophique. S'il y a du non-dit, bon, ChatGPT, c'est pas magique non plus. Merci. Aurore, quelque chose là-dessus ou Je pense que le non-dit, c'est pareil, c'est qu'on est dans des réunions. Le télétravail aussi met une forme de barrière. Hein. Les gens ne s'expriment pas pareil quand ils sont à distance que quand ils sont au physique dans la réunion. Donc c'est vrai que dans les temps d'échange, il se passe des choses entre les couloirs quand on sort d'une salle et qu'on rentre d'une salle. Et ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui va les collecter, c'est aussi les liens humains qu'on a les uns vers les autres et aussi cette capacité à se parler, à communiquer. Donc c'est des aides en fait en gain de temps, mais ça ne prendra pas le pas sur l'intelligence entre guillemets humaine, sur lequel il faut savoir détecter des situations où les gens se sont sentis pas impliqués, ou n'étaient pas d'accord, etc. Donc, et c'est des choses qui ne sont pas faciles non plus à percevoir, notamment dans un écosystème mixte où on a beaucoup de gens en visio et à distance, et ils n'osent pas toujours s'exprimer, la caméra n'est pas toujours visible, donc c'est difficile à percevoir aussi ce genre d'informations, de signaux entre guillemets faibles, et c'est important de pouvoir les capter. Donc, je pense que c'est le petit 5 minutes, on va prendre un café, où je rappelle une personne que je n'ai pas sentie impliquée, alors que d'habitude, elle est souvent moteur. C'est des petits signaux que les personnes peuvent mettre en place quand elles connaissent les équipes et qu'elles peuvent s'impliquer pour essayer de capter ces échanges. Super, merci. Je suis vraiment désolé pour les autres questions. On avait des questions sur est-ce qu'on est soumis au Patriot Act, enfin vraiment pas mal de questions sur les données personnelles. On a bien compris qu'il y avait des technos qui existaient pour pouvoir être en étanchéité vis-à-vis de tout ça. Je suis désolé, on n'a pas le temps d'y répondre dans le détail. On avait aussi une question sur l'IA. Est-ce qu'elle peut faire un devis en accédant à une base tarifaire? Je pense que oui, Jérôme. A priori, je pense qu'il n'y a pas de... On peut le faire, il faut faire des choses autour, mais on peut le faire, oui. Tout à fait. En tout cas, on peut gagner du temps, on peut déjà voir le cadre qui est produit. Merci à tous les deux de votre participation et de votre éclairage pertinent.